préparez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas seulement une histoire, c'est un règlement de compte. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Marguerite. J'ai 58 ans et jusqu'à récemment, je croyais en quelque chose qu'on appelle l'amour inconditionnel. Surtout lorsqu'il s'agissait de la famille. J'ai construit ma vie autour de mon mari et de notre fille, Amandine. Chaque repas que je préparais, chaque vacances que je planifiais, chaque euro que j'économisais était pour eux. Quand mon mari est décédé d'un cancer l'année dernière, c'est comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Mais je me suis dit que j'avais encore Amandine. J'avais encore ma fille. J'ai vendu la maison que mon mari et moi avions construite de nos propres mains à Versailles. Trop de souvenirs, trop de nuits à me réveiller en m'attendant à entendre sa voix m'appeler depuis la cuisine. Amandine et son mari Damien m'ont offert de m'héberger pour un temps, ou du moins, Amandine l'a fait. Damien a à peine levé les yeux de son téléphone quand j'ai emménagé. J'ai essayé de ne pas faire de vagues. Je restais dans ma petite chambre au fond de l'appartement. Je cuisinais, je nettoyais, je proposais de faire les courses, essayant d'être utile, essayant de ne pas déranger. Mais Damien avait une façon de me faire sentir indésirable. Ses yeux portaient toujours cette irritation, comme si j'étais une écharde sous sa peau. Ça a commencé par de petites choses. Il levait les yeux au ciel si je posais une question. Il changeait de chaîne quand j'étais au milieu d'une émission. Une fois, je l'ai entendu marmonner dans sa barbe, profiteuse, en me croisant dans le couloir. J'ai essayé de me convaincre que j'avais mal entendu, mais au fond de moi, je savais que non. Amandine, elle, ne disait rien. Je cherchais son soutien, un mot, n'importe quoi. Mais elle minimisait toujours. Il est stressé, disait-elle. Le travail a été dur. J'ai ravalé ma honte et je suis restée silencieuse. C'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Mais cette nuit-là, cette seule nuit, ça m'a brisée. Nous étions à table pour le dîner. J'avais préparé un bœuf bourguignon, son plat préféré. Amandine faisait défiler son téléphone. Damien sirotait sa bière comme à son habitude. Le silence était lourd. Puis, sorti de nulle part, Damien a levé les yeux et a dit « Tu sais, il est être temps qu'on arrête de prétendre que c'est temporaire. On n'est pas une œuvre de charité. » Amandine s'est figée. Je l'ai dévisagée. « Que veux-tu dire ?» Il a eu un sourire narquois. « Je veux dire, combien de temps ça va durer ? Tu ne travailles pas ? Tu ne contribues pas. On a des factures. On n'a pas signé pour nourrir une bouche de plus. » Mon souffle s'est coupé. Mon cœur battait la chamade. Je me suis tournée vers Amandine, désespérée. Amandine, elle, ne voulait pas croiser mon regard. « C'est peu, être mieux, a-t-elle marmonné, si tu trouves quelque chose de plus stable. Pour le bien de tout le monde. » Le bien de tout le monde. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas disputée. Je me suis levée, je suis allée dans ma chambre, j'ai fait mes affaires. 2 valises. C'est tout ce qu'il me restait de ma vie. Je n'ai même pas pleuré en les faisant. Les larmes sont venues plus tard, quand je me suis retrouvée dehors, devant leur immeuble, le vent mordant à travers mon manteau, et que j'ai réalisé que je n'avais nulle part où aller. Amandine ne m'a pas raccompagnée. Damien n'a même pas fait semblant. Je me suis assise sur le trottoir pendant 1 heure. La batterie de mon téléphone était morte. Mon cœur aussi. Je me souviens avoir pensé, voilà ce que ça fait d'être effacé. Hamir. Cette nuit-là, j'ai pris une chambre dans un hôtel miteux, le genre où le papier peint se décolle et le distributeur automatique avale votre monnaie. Je suis restée éveillée, à fixer le plafond, me demandant comment tout avait pu devenir si froid, me demandant ce que j'avais fait pour mériter un tel abandon. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message à Amandine. Je comprends. Je t'aimerai toujours. Pas de réponse. La semaine suivante, j'en ai envoyé un autre, puis un autre. Anniversaire, petite nouvelle. Silence. 3 mois ont passé. Chaque jour semblait plus long que le précédent. J'ai essayé de postuler pour des emplois, n'importe quoi. Mais personne ne voulait embaucher une veuve en deuil approchant la soixantaine sans expérience professionnelle récente. J'ai envisagé de faire des ménages, du babysitting, mais mon corps ne bougeait plus comme avant. La solitude, c'était étouffant, et pire encore, la honte. J'avais tout donné à cette fille.
Comment pouvait-elle me tourner le dos si facilement? Un soir, alors que je fouillais dans une boîte de vieux souvenirs de famille, essayant de me sentir proche de quelque chose, n'importe quoi, je l'ai trouvé. Le vieux journal intime de ma mère, je ne l'avais pas lu depuis des années, peut-être jamais. Mais quelque chose m'a attiré vers lui. Je me suis assise sur le bord du lit de l'hôtel, j'ai tourné les pages, et c'est là que je l'ai trouvé. Un nom, une vérité, un secret qui a tout changé. Je me souviens de ce moment avec clarté. Mes mains tremblaient. Mon cœur s'emballait, car soudain, je n'étais plus seulement la mère qui s'était fait mettre à la porte. J'étais quelqu'un d'autre. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Ils m'avaient tout pris, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Après cette nuit-là, les jours se sont fondus les uns dans les autres comme des aquarelles grises sur une toile humide. La chambre d'hôtel sentait l'air vicié et la cigarette froide. Le bourdonnement du distributeur automatique devant ma porte est devenu une berceuse de la défaite. Je suis restée silencieuse. Je ne pleurais pas tous les soirs, mais quand ça arrivait, c'était en silence. Le genre de pleurs où tout votre corps tremble, mais vous gardez tout à l'intérieur parce que personne ne viendra vous réconforter. J'ai envoyé un SMS à Amandine le 4e jour. Un message simple. Je vais bien, je voulais juste savoir comment tu vas. Pas de réponse. J'ai réessayé 2 semaines plus tard. Juste un emoji cœur. Rien. Je me suis dit qu'elle était occupée, qu'elle reviendrait, que Damien devait déformer les choses. Mais au fil des semaines, cet espoir a commencé à pourrir en moi. Mon argent s'amenuisait. J'ai essayé de trouver un travail à temps partiel, dans des supermarchés, des accueils, même un bistrot près du périphérique, mais j'étais soit surqualifiée, soit ne correspondant pas au profil, ce qui est juste un code poli pour dire trop vieille et trop fatiguée. Une nuit, assise par terre dans cette chambre, je triais la seule boîte que j'avais emportée qui ne contenait pas de vêtements. C'était une boîte à souvenirs poussiéreuse de la maison. Quelques vieilles photos, quelques lettres, et niché tout au fond, un petit livre relié en cuir. Le journal de ma mère. Cela m'a surprise. Je ne me souvenais pas l'avoir emporté. J'ai failli le remettre, mais la sensation du cuir dans mes mains m'a fait hésiter. J'ai allumé la vieille lampe sur la table de chevet et j'ai ouvert la première page. Son écriture n'avait pas changé depuis les mots qu'elle glissait dans ma boîte à goûter quand j'étais enfant. Arrondi, soigné, toujours à l'encre. Au début, c'était des choses ordinaires. La météo, l'église, des plaintes sur le prix des courses. Mais ensuite, je suis arrivée à l'entrée datée de juin. Il est revenu aujourd'hui. Il a dit qu'il aurait aimé que les choses soient différentes. Qu'il aurait aimé que je sois sa femme. Mais il a une famille, une entreprise, un nom à protéger. Marguerite ne saura jamais. Elle ne doit jamais savoir. Je prie juste pour qu'un jour elle comprenne à quel point je l'ai aimée. Même si elle est née d'une erreur et d'un désir. Je l'ai lu 2 fois. Puis encore. Elle ne doit jamais savoir. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. J'ai tourné les pages. Entrée après entrée. Des allusions, des souvenirs, des rendez-vous dans des hôtels, de petites sommes d'argent qu'elle essayait de refuser mais dont elle avait désespérément besoin. Elle ne le nommait jamais en entier, seulement des initiales. H, J, L. Mais ensuite, une autre entrée, en février. Il a dit qu'il avait pris des dispositions pour que, s'il lui arrivait quelque chose, il s'assurait que Marguerite ait quelque chose, une part de ce qu'il a construit. Ce ne sera pas officiel, bien sûr. C'est trop dangereux. Mais il m'a promis une fiducie, une lettre. Il a dit que son avocat, Maître Goldstein, connaîtrait ce nom. Ce nom. Il m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Goldstein. Je l'avais déjà vu. Il m'a fallu 2 jours et plusieurs recherches en ligne depuis l'ordinateur partagé de l'hôtel, mais je l'ai trouvé. Léonard Goldstein, avocat d'affaires à la retraite, toujours listé dans un cabinet privé à Lyon. Je n'ai pas appelé. Je ne pouvais pas. Mes mains tremblaient trop. À la place, j'ai envoyé une lettre, une vraie lettre manuscrite, expliquant qui j'étais, qui était ma mère, et demandant, suppliant une conversation. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel. Je me souviens de la façon dont sa voix s'est brisée quand j'ai mentionné le nom de ma mère. Il la connaissait, pas seulement professionnellement, personnellement.
Je me suis toujours demandé si vous me contacteriez un jour, a-t-il dit. Il y a quelque chose que vous devez voir. Ah. J'ai pris un TGV pour Lyon le lendemain matin. Ma valise était à moitié faite, au cas où il s'avérerait être un escroc. Mais quand je suis entrée dans ce bureau silencieux, rempli de vieux livres et d'un silence encore plus ancien, j'ai su que c'était réel. Il m'a tendu une enveloppe scellée, jaunie, fragile. Elle venait de Henri-Jean Lefebvre, le fondateur du groupe Lefebvre Pétrole, l'un des plus grands conglomérats industriels de France. Un homme que j'avais vu toute ma vie dans les journaux. Un homme avec une famille, une réputation, un héritage. La lettre était adressée à ma fille, Marguerite Louise. Je n'ai pas pu lire la lettre en une seule fois. J'ai pleuré avant le deuxième paragraphe. Il avouait tout. La liaison, le regret, l'amour silencieux, et puis la promesse. En cas de mon décès, je me suis assuré qu'une partie de mes avoirs personnels, intraçables à travers ma succession, vous soit remise via Maître Goldstein. Vous êtes mon sang, et bien que j'ai été trop lâche pour vous reconnaître de mon vivant, je vous reconnais maintenant dans la mort. Maître Goldstein a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, des comptes bancaires, un modeste portefeuille d'investissement, des titres de propriété. La valeur totale. Un peu plus de 5 millions d'euros. J'ai fixé les papiers, puis lui. C'est réel, ai-je chuchoté. Il a hoché la tête. C'est à vous. Ça l'a toujours été. Mon cœur battait à tout rompre. Pas à cause de l'argent, mais parce que pour la première fois de ma vie, je me sentais choisie, vue. Je n'ai ni crié, ni ri, ni fondu en larmes. Je suis juste restée là, silencieuse comme un murmure, laissant la vérité m'envahir comme une pluie longtemps attendue. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond comme je l'avais fait pendant des mois. Mais cette fois, avec un sourire qui se dessinait sur mon visage. Il pensait m'avoir jetée. Il pensait que j'étais finie. Mais il n'en avait aucune idée. Je n'étais pas brisée. Je ne faisais que commencer. Je ne suis pas retournée à Paris tout de suite. Quelque chose en moi avait changé de manière permanente. Je n'étais plus seulement Marguerite, la mère oubliée. J'étais quelqu'un de nouveau maintenant. Quelqu'un à qui on avait menti toute sa vie et qui voyait enfin la vérité. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je ne me noyais pas dans la honte. Je respirais la clarté. Je suis restée à Lyon quelques jours de plus, me promenant dans les quartiers, sirotant un café en silence, observant les gens vivre leur vie. Des gens qui n'avaient pas été mis de côté comme moi. Et pour la première fois, je ne les enviais pas. Je les étudiais. Je me demandais qui, parmi eux, portait un sourire qui masquait un chagrin, qui avait été trahi, qui s'était battu pour ne plus être invisible. Léonard Goldstein ne m'a pas seulement donné l'héritage. Il m'a donné du temps. Le temps de digérer, le temps de comprendre ce que je tenais maintenant entre mes mains. Ce n'était pas seulement de la richesse, c'était du pouvoir, et je n'avais aucune idée de ce que j'allais en faire. Mais le chagrin a une façon de devenir un carburant quand on a été suffisamment humilié. Quand je suis retournée à Paris, je ne suis pas allée à l'hôtel. J'ai loué un appartement meublé dans le Marais. Propre, moderne, silencieux, le genre d'endroit qu'Amandine et Damien n'imagineraient jamais que je puisse me permettre. J'ai commencé à m'habiller différemment, plus soignée, plus réfléchie. Pas tape à l'œil, juste invisible d'une nouvelle manière. Le genre d'invisible qui vous ouvre des portes. J'ai commencé à regarder des vidéos sur l'investissement, l'immobilier, les contrats. J'ai appris le langage des affaires, non pas parce que je voulais construire un empire, mais parce que je voulais me protéger. Je ne serai plus jamais impuissante. C'est là que je l'ai trouvé. L'annonce était enfouie sur un site de vente aux enchères immobilières. Un immeuble d'appartements dans le 19e arrondissement. Un peu délabré, mais structurellement sain. L'emplacement, le complexe exact où vivaient Amandine et Damien. Je suis restée là, à fixer l'écran, le cœur battant. Il était listé comme étant en difficulté, le propriétaire en défaut de paiement des impôts fonciers. Vente aux enchères prévue dans 2 semaines. Je n'ai pas hésité. Avec l'aide de Maître Goldstein, j'ai créé une SARL, une société écran anonyme. J'ai rempli les papiers, transféré les fonds et placé l'offre. Je ne prévoyais pas de vengeance. Pas exactement. Mais j'allais prendre le contrôle du seul endroit où il pensait régner.
La vente aux enchères a eu lieu. J'ai gagné, discrètement, légalement, totalement incognito. Et d'un coup, je possédais l'immeuble où il vivait, d'où il m'avait chassé avec 2 valises et une excuse creuse, où il m'avait humilié au plus bas de ma vie. Je me souviens m'être assise à mon bureau, regardant l'acte de propriété, et murmurant à voix haute, voyons comment Damien aime payer un loyer à une bouche qu'il ne pouvait pas nourrir. Un mois plus tard, les lettres de notification ont été envoyées à tous les locataires. Les loyers seraient réévalués, les baux révisés. Et pour Damien et Amandine, le nouveau montant était triplé. Pas doublé, triplé. Valeur du marché plus frais de retard. Il a dû exploser. Je n'avais pas besoin de le voir pour le savoir. Je pouvais sentir la rage à des kilomètres. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de fierté. Damien était un homme qui avait besoin de se sentir en contrôle. Et je venais de lui tirer le tapis sous les pieds en silence. Amandine a essayé de m'appeler 2 jours après la notification. C'était la première fois qu'elle me contactait depuis la nuit de mon départ. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. « Maman, je ne sais pas si tu as entendu, mais il se passe quelque chose de bizarre. Notre loyer vient d'exploser, genre, beaucoup. Damien perd la tête. Je ne sais pas. On peut se parler ? » Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la gravité. Ils devaient sentir le poids de leur choix. Je suis passée devant l'immeuble une fois, tard dans la nuit. Leur lumière était allumée. Je pouvais voir des ombres bouger derrière les rideaux. Amandine faisant les 100 pas, Damien hurlant, sa silhouette reconnaissable entre toutes. Je les ai observés 1 minute, puis je suis partie. Une partie de moi se sentait vide, une partie se sentait vengée, et une partie avait encore terriblement mal. Car même maintenant, sachant ce que je savais, possédant ce que je possédais, j'aurais tout donné pour être invitée à nouveau, non pas dans l'appartement, mais dans le cœur de ma fille. Mais je savais que ce n'était pas possible. Du moins, pas encore. Alors, je suis restée silencieuse, et j'ai attendu. Parce que parfois, la justice la plus retentissante est celle qui ne dit pas un mot. Et je n'avais pas encore fini. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais changé jusqu'à ce que je voie Amandine au Franprix 3 semaines après l'augmentation du loyer. Elle ne m'a pas vue. J'étais à 2 rayons de là, cachée derrière un étalage de céréales en promotion. Elle avait l'air fatiguée. Pas seulement fatiguée, épuisée, ses cheveux étaient attachés à la va-vite, comme elle le faisait quand elle avait pleuré. Son panier était à moitié vide, principalement des produits de base bon marché, du riz, des œufs, quelques conserves de marque distributeur. J'aurais dû m'en aller. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai suivie dans le magasin à distance, le cœur battant comme si je faisais quelque chose de mal. Elle s'est arrêtée devant une petite boîte de coquillettes au jambon, puis a baissé les yeux sur son téléphone. Un SMS de Damien, peut être. Ses épaules se sont affaissées. Elle a reposé la boîte. Ce moment m'a brisée. Non pas parce que j'avais pitié d'elle, mais parce que je me suis souvenue de la petite fille qui courait vers moi en pleurant quand elle s'écorchait le genou. Celle qui me demandait chaque soir de vérifier s'il y avait des monstres sous son lit. Et maintenant, elle vivait avec un. Je suis rentrée chez moi ce jour-là, et je suis restée assise sur le canapé en silence pendant des heures. Je fixais la fenêtre, pensant à la façon dont la vie nous avait transformés en étrangères. Mais je me suis rappelé que ce n'était pas une punition. C'était une conséquence. Et la conséquence était attendue depuis longtemps. J'avais des plans maintenant. Pas seulement l'immeuble, mais une partie d'échec lente et silencieuse. Chaque mouvement calculé, chaque étape réfléchie. Avec la SARL entièrement en place et la propriété légalement transférée, j'ai commencé les réparations. Des petites au début, fuites, serrures cassées, lumière vacillante. Damien n'a jamais rien remarqué. Il était trop distrait par l'augmentation du loyer, hurlant sur le gestionnaire immobilier par email, exigeant des réponses. Mais je le connaissais, je savais comment son ego fonctionnait. Il n'allait pas déménager. Il verrait cela comme une défaite. Et Amandine, elle suivrait son exemple, comme toujours. Alors, j'ai continué. J'ai changé la signalisation de la propriété, fait installer une caméra de sécurité près du hall, modernisé les boîtes aux lettres des locataires. Le tout sous le nom de ma société, ML Holdings, pour Marguerite Louise. Personne ne savait qui était derrière.
Puis est venue la note, inspection annuelle, obligatoire. Damien a envoyé une réponse furieuse via le portail des locataires, remplie de menaces vides et d'indignation vertueuse. J'ai souri en la lisant. Il s'effondrait, et je n'avais pas besoin de lever le petit doigt. Pendant ce temps, je devenais quelqu'un que je reconnaissais à peine. Je me coiffais différemment maintenant, des vêtements plus nets. Je marchais avec détermination. J'ai commencé à participer à des rencontres de petites entreprises sous un pseudonyme. J'apprenais les ficelles de l'immobilier, je créais des liens. Personne ne me posait de questions sur mon passé. Ils ne voyaient qu'une femme calme et posée, au regard vif et avec de l'argent disponible. Le meilleur déguisement est la vérité que l'on ne dit pas. Un matin, j'ai croisé Amandine et Damien dans le parking en sortant d'une réunion de locataires. J'ai gardé mes lunettes de soleil, les cheveux attachés en un chignon élégant, des documents à la main. Amandine m'a à peine jeté un regard. Damien ne m'a pas reconnu du tout. Plus tard dans la soirée, assise dans mon salon en sirotant un thé, je pensais à quel point il était étrange de passer juste à côté de son propre enfant et d'être invisible. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes plus forte qu'il ne s'en souvienne. Il ne pouvait pas me voir maintenant parce qu'il ne connaissait que la version de moi qu'il contrôlait. Et cette femme était partie. Les appels d'Amandine ont continué. Des messages vocaux doux, hésitants. « Salut, maman. Je voulais juste voir si tu avais être le temps de parler. Je sais que les choses ont été compliquées. Je n'ai pas rappelé, non par cruauté, mais parce que j'avais besoin qu'elle ressente le vide qu'elle avait créé. Et chaque fois que le doute s'insinuait, j'ouvrais le journal de ma mère. Je lisais ces mots encore et encore. Marguerite ne saura jamais. Elle ne doit jamais savoir. Mais je savais, maintenant, et avec cette connaissance venait une sorte d'armure que personne ne pouvait percer. Je n'étais plus la femme qui suppliait de rester sous leur toit. J'étais la femme qui le possédait. J'ai toujours cru que la vengeance ne consistait pas à se venger, mais à rétablir l'équilibre. Une justice sans feu. Une correction, pas une guerre. Mais quand j'ai vu la réponse par email de Damien après qu'il a reçu l'avis d'augmentation de son loyer, j'avoue qu'une petite flamme de satisfaction s'est allumée en moi. Sujet, augmentation de loyer. C'est absolument inacceptable. Ce doit être une erreur. Tripler notre loyer. C'est de l'extorsion. J'exige de parler à quiconque possède ce taudis. Nous vivons ici depuis 3 ans et n'avons jamais été en retard une seule fois. C'est du vol. Il a signé, Damien D. Armon, comme si son nom signifiait quelque chose. J'ai lu l'email 3 fois, puis je l'ai transféré à mon gestionnaire immobilier avec une simple note. Veuillez répondre en utilisant la clause standard C concernant les ajustements au taux du marché. Aucune exception spéciale. Damien n'était pas seulement en colère. Il était abasourdi. Son arrogance n'avait jamais envisagé l'idée que quelqu'un puisse le déjouer. Il était tellement habitué à être en contrôle que l'idée de devoir rendre des comptes à un propriétaire sans visage le rendait fou. Amandine a essayé de m'appeler le soir même. Le message vocal était différent. Sans faux semblant. Maman, je sais que tu ne réponds pas, mais j'ai vraiment besoin de te parler. Les choses sont difficiles en ce moment. Damien est bouleversé. Il se défoule sur tout. On essaie de trouver des solutions. Tu me manques, vraiment. Sa voix s'est brisée à la fin. Un instant, mes doigts ont survolé l'écran. J'aurais pu la rappeler, lui dire que tout irait bien, que j'arrangerais tout. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que tout n'allait pas bien, et je ne pouvais pas continuer à réparer les dégâts qu'elle avait aidé à causer. Amandine l'avait laissé me jeter dehors comme si je n'étais rien de plus qu'une facture qu'il ne pouvait pas payer. Et maintenant que la pression était sur elle, elle se souvenait comment composer mon numéro. Non, qu'elle reste avec le silence un peu plus longtemps. La semaine suivante, j'ai autorisé des améliorations supplémentaires sur la propriété. Nouvelle peinture extérieure, éclairage des couloirs, amélioration paysagère. Le loyer de Damien n'était pas seulement une punition. Il finançait des améliorations pour les autres locataires. C'était l'ironie. Tout le monde en bénéficiait. Il ne pouvait tout simplement pas le voir. Il a commencé à laisser des mots de colère sous la porte du bureau. La pression de l'eau est nulle. Les poubelles s'accumulent. Si c'est pour ça qu'on paie, c'est une blague. Chaque mot est resté sans réponse.
Amandine a arrêté de laisser des messages. Elle a commencé à envoyer des SMS à la place. Des cours. Salut, on peut parler? J'ai vraiment besoin de toi. Puis de nouveau le silence. Pendant ce temps, je regardais les relevés bancaires arriver. ML Holdings était stable, rentable, même. Les autres locataires étaient calmes, respectueux et payaient à temps. Seul Damien faisait du bruit et Amandine était prise dans la tempête. Mais les choses ont changé quand j'ai reçu le rapport trimestriel du gestionnaire de l'immeuble. En pièces jointes, des photos de l'appartement de Damien et Amandine. La salle de bain avait de la moisissure, les carreaux de la cuisine étaient fissurés, le courrier s'empilait sur le sol. Il faisait des économies de bouts de chandelle, vivait chichement. J'aurais dû avoir pitié. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la clarté. Il ne s'agissait pas seulement du loyer. Il s'agissait de pouvoir. Et Damien était en train de le perdre rapidement. Le bruit courait dans l'immeuble qu'il avait commencé à faire des heures supplémentaires. Amandine a été vue en larmes sur les marches arrière un après-midi par un autre locataire. Il s'effondrait de l'intérieur, et je n'avais pas à dire un seul mot. C'est à cela que je revenais sans cesse. Pendant si longtemps, c'est moi qui suppliais d'être entendue. Suppliant Amandine de voir ce qu'était Damien, de voir ce qu'elle devenait en se tenant à ses côtés. Maintenant, ils s'étouffaient dans leur propre silence, et je regardais d'en haut, littéralement. Mon nouvel appartement donnait sur leur cour. Immeuble différent, étage plus élevé, quartier plus sûr. Une vue qu'ils ne pourraient jamais se permettre. Je ne les regardais pas tout le temps, juste assez pour me souvenir que je n'étais pas folle, que je n'avais pas imaginé la trahison, que ce qu'ils m'avaient fait méritait des conséquences. Et pourtant, malgré tout cela, certaines nuits, je me retrouvais assise près de la fenêtre, tenant mon téléphone, fixant le dernier message d'Amandine. J'ai vraiment besoin de toi. La femme en moi, la mère, souffrait. Mais la femme que j'étais devenue, elle, savait que ce n'était que le début. J'ai toujours pensé que le chagrin d'amour arrivait dans des moments bruyants, des portes qui claquent, des mots criés, des scènes publiques. Mais le vrai chagrin, il est silencieux. Il se présente sous la forme d'un message vocal auquel vous ne répondez pas. Un message laissé non lu. Le silence entre vous et quelqu'un qui vous appelait autrefois « maman ». Les appels d'Amandine se sont arrêtés. Les SMS se sont raréfiés, mais les dégâts de son côté ne semblaient que s'aggraver. D'après ce que j'ai compris par le personnel de l'immeuble, la tension dans leur appartement s'était transformée en hostilité ouverte. Damien s'en prenait à tout le monde, refusant les demandes d'entretien et exigeant des inspections inutiles, cherchant quelqu'un à blâmer. Amandine, m'a-t-on dit, avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Je ne me réjouissais pas. Je ne célébrais pas. Il ne s'agissait pas de les regarder souffrir. Il s'agissait de quelque chose de bien plus douloureux, regarder la fille que j'ai élevée rester volontairement dans une cage et appeler ça de l'amour. Un après-midi, mon gestionnaire immobilier m'a envoyé un rapport suite à une plainte pour tapage. Le voisin du dessous avait entendu une dispute animée, des cris sur « perdre le contrôle » et « c'est entièrement de ta faute ». Damien était sorti en trombe et n'était pas revenu avant le lendemain matin. Amandine est restée enfermée dans l'appartement toute la nuit. Lumières éteintes, rideaux tirés. J'ai attendu. Pas pour Damien, pour elle. Il a fallu 2 jours de plus, 2 longs jours douloureux. Puis, alors que le soleil plongeait derrière les arbres un soir, l'interphone de mon immeuble a sonné. Bonjour, c'est Amandine Armand. Je me demandais si Marguerite. Je veux dire, ma mère habite ici. Mon cœur s'est arrêté. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé l'écran, figé. Puis lentement, j'ai appuyé sur le bouton d'ouverture de la porte. 10 minutes plus tard, un léger coup a résonné à ma porte. Quand j'ai ouvert, elle se tenait là, ressemblant à une ombre de la fille que j'ai élevée. Pâle, le maquillage coulé, sa chemise froissée. Elle avait l'air d'avoir 20 ans de plus. Nous nous sommes regardés pendant un long moment. Aucune de nous n'a parlé. Finalement, elle a expiré. « Salut, maman. » Je me suis écartée. Elle est entrée lentement, comme si elle n'était pas sûre d'en avoir le droit. La pièce était silencieuse, à l'exception du cliquetis des tasses de thé que je préparais. Je n'ai pas demandé pourquoi elle était là. Je n'ai pas demandé comment elle allait. Je lui ai juste tendu le thé,
je me suis assise en face d'elle, et j'ai attendu. Je ne sais pas par où commencer, a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. Je n'ai rien dit. Elle a baissé les yeux. Damien n'est pas. Il n'est pas facile. Il est en colère tout le temps. Il blâme le loyer. Il me blâme. Il blâme le chien du voisin, pour l'amour de Dieu. Toujours, je suis restée silencieuse. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait. À l'époque, quand on t'a demandé de partir. Demandé, comme si j'avais eu le choix. Je voulais juste maintenir la paix. Je ne voulais pas plus de conflits. Damien a dit. Elle a fait une pause. Il a dit que tu ne partirais jamais à moins qu'on ne te pousse. Et moi, mon Dieu, je me déteste d'avoir accepté. J'ai pris une gorgée de thé. Tu me manques, a-t-elle chuchoté. Mais je ne sais pas comment faire pour être avec toi. J'ai étudié son visage. Chaque ride, chaque tressaillement. Elle cherchait le pardon, mais avait peur de le demander. Alors, je lui ai donné la seule chose que je pouvais, le silence. Parce que parfois, le silence est plus sûr que la vérité. Nous sommes restés assises comme ça pendant près d'une heure. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle n'a pas demandé d'aide. Elle voulait juste être près de moi, et je l'ai laissé faire. Quand elle s'est finalement levée pour partir, elle a tendu la main vers la mienne. Je suis désolée, a-t-elle dit, pour tout. Je n'ai pas répondu la même chose. J'ai juste tenu sa main un peu plus longtemps qu'elle ne s'y attendait. Elle s'est retirée la première, puis, les larmes aux yeux, elle est sortie. Je n'ai pas pleuré. Mais à la seconde où la porte s'est refermée, je me suis effondrée dans mon fauteuil, tenant la chaleur de sa tasse de thé dans mes paumes comme une bouée de sauvetage. Elle était venue. Elle m'avait regardé dans les yeux. Et maintenant, je savais que les fissures commençaient enfin à apparaître. Le truc avec le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est que vous n'avez jamais besoin d'élever la voix pour l'utiliser. Vous ne claquez pas les portes, vous ne criez pas de menaces. Vous tirez juste une ficelle ici, fermez une porte là, et regardez ceux qui vous ont sous-estimé commencer à se tortiller. Et Damien, il se tortillait. Après la visite d'Amandine, les choses se sont assombries dans cet appartement. Je n'avais pas besoin de caméra pour le savoir. On peut sentir une maison s'effondrer si on écoute attentivement. L'équipe d'entretien m'a dit que Damien était devenu fou furieux, descendant en trombe au bureau de gestion 2 fois par semaine, exigeant de savoir qui possédait l'immeuble. Il voulait des noms, il voulait un visage. Il voulait quelqu'un à blâmer. Le fait qu'il n'en ait pas, cela le faisait vriller. Il a commencé à fouiner. Je savais qu'il le ferait. Damien n'était pas du genre à accepter la défaite en silence. J'avais vu la façon dont il fouillait le téléphone d'Amandine quand elle mettait trop de temps au supermarché. La façon dont il vérifiait ses tickets de caisse, commentait le temps qu'elle mettait à faire les courses. Possessif était un euphémisme. Alors, quand il a commencé à chercher le nom derrière ML Holdings, j'étais prête. Il a commencé par essayer de rechercher la SARL en ligne, mais mon avocat avait tout enregistré via une fiducie privée. Pas de nom, pas de piste. Puis sont venus les emails de phishing à mon gestionnaire immobilier. Se faisant passer pour un locataire, demandant qui possédait l'immeuble. Maladroit, désespéré. Il a même appelé le service du cadastre, se faisant passer pour un avocat représentant une autre propriété. L'employé l'a signalé et nous l'a rapporté directement. Et quand ces pistes ont échoué, il s'est retourné contre l'intérieur. Amandine. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais une des voisines a appelé le bureau de gestion pour demander si quelqu'un pouvait vérifier l'état des harmons. Elle a dit qu'elle avait entendu du verre se briser, des voix s'élever, le genre de colère qui ne vient pas seulement des factures, mais de la peur. L'homme d'entretien est monté. Personne n'a répondu, mais à travers la porte, il pouvait entendre Damien faire les 100 pas, marmonner, et Amandine pleurer. Le silence qui a suivi était plus lourd que les cris. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une enveloppe étrange. Pas de nom à l'extérieur. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une note. Je sais ce que tu fais. Tu te crois maligne, mais tu ne me fais pas peur. Je découvrirai qui tu es, et quand je le ferai, tu le regretteras. Pas de signature, mais j'ai reconnu l'écriture. Damien écrivait comme il parlait, en colère, inégal, en appuyant trop fort sur le papier. Je suis restée assise avec la lettre entre les mains,
le cœur battant, non pas de peur, mais de souvenir. Car cela m'a ramené au moment où il se tenait dans cette cuisine et me regardait dans les yeux comme si j'étais de la saleté sous ses pieds. La façon dont Amandine se tenait à côté de lui, non seulement silencieuse, mais complice. Et maintenant, c'était lui qui s'accrochait aux ombres, s'étouffant d'incertitude, hurlant dans le vide. C'était poétique, mais c'était aussi dangereux. Alors, j'ai redoublé de prudence. J'ai demandé à mon avocat de contacter la sécurité de l'immeuble. Nous avons installé plus de surveillance, discrète, légale, de routine. Je me suis assuré que les autres locataires étaient protégés. L'immeuble n'allait pas s'effondrer parce qu'un homme ne pouvait pas supporter le poids de sa propre cruauté. Et Amandine, elle n'a pas rappelé, mais j'ai appris par le gestionnaire de l'immeuble qu'elle se rendait au travail à pied. Sa voiture avait été vendue. Leur charge était réduite. Lumière éteinte à 22 heures. Pas de chauffage certaines nuits. Les fissures n'étaient pas seulement dans leur relation. Elles étaient dans leur survie. Et pourtant, à travers tout cela, j'ai gardé mes distances. Parce qu'il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de résolution. Laisser le monde de Damien rétrécir jusqu'à ce qu'il réalise à quel point il était petit. Et laisser Amandine décider, resterait-elle dans la cage ou trouverait-elle la clé que j'avais placée juste devant elle? Je savais qu'elle n'était pas encore prête, mais les murs se refermaient, et les secrets ont une façon de s'infiltrer par les fissures. Je ne m'attendais pas à ce qu'on frappe à ma porte ce soir-là. C'était calme depuis des jours. Pas d'email de la direction, pas de messages vocaux d'Amandine, pas de menaces anonymes. Juste le silence, celui qui ressemble à une tempête tapie au loin, attendant. Mais quand on a frappé, doucement et lentement, quelque chose s'est serré dans ma poitrine. J'ai ouvert la porte. Amandine se tenait là, trempée par la pluie. Un sac de course serré contre sa poitrine comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Ses yeux étaient rouges et sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Elle avait l'air d'avoir épuisé tous ses mots depuis des jours. Je me suis écartée. Elle est entrée lentement, laissant des gouttes d'eau sur le parquet. Je lui ai tendu une serviette et nous avons agi sans parler. J'ai fait chauffer la bouilloire, versé 2 tasses de camomille. Elle s'est assise sur le bord du canapé, comme si elle ne voulait pas rester longtemps, comme si elle ne le méritait pas. Et peut-être qu'elle ne le méritait pas. Elle a fixé sa tasse, les yeux vides. Il n'est pas celui que je pensais, a-t-elle finalement dit, je suis restée silencieuse. Je veux dire, je le savais. Une partie de moi l'a toujours su. Mais je me disais que c'était le stress, qu'il avait juste besoin de soutien, que si j'étais patiente, il changerait. Toujours, je n'ai rien dit. Elle a levé les yeux, la voix tremblante. Il pense que quelqu'un nous cible. Il est obsédé. Il a fouillé mon téléphone, mes emails. La semaine dernière, il m'a suivi au travail. Il a dit qu'il voulait s'assurer que je n'étais pas impliquée. Un frisson l'a parcouru, et pas à cause du froid. Il a demandé si je cachais quelque chose. Si tu cachais quelque chose. Cela m'a coupé le souffle. Elle n'a pas attendu de réponse. Je lui ai dit que je ne t'avais pas parlé depuis des semaines. Que je ne savais même pas où tu étais. Elle a fait une pause. Mais c'était un mensonge. Elle a croisé mon regard pour la première fois. J'ai trouvé ton immeuble listé dans un avis de sécurité. La même société de gestion. J'ai compris. Ce n'était pas difficile. Bien sûr que non. Amandine était intelligente. Elle l'avait toujours été. Mais être intelligente ne signifie pas toujours être courageuse. Et maintenant, elle ressemblait à quelqu'un qui avait enfin ouvert les yeux et détestait ce qu'elle voyait. Je n'ai pas parlé. Pas encore. Tu me manques, a-t-elle chuchoté. Mais je ne sais même plus comment être avec toi. Ma main s'est resserrée autour de la tasse. Tu es partie, a-t-elle dit, la voix brisée. Et je t'ai laissé faire. Je l'ai laissé te pousser dehors. Finalement, j'ai parlé. Non, Amandine. Tu ne l'as pas laissé faire. Tu étais à ses côtés. Cela l'a arrêtée net. Elle a cligné des yeux. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes comme si elle voulait le nier, se défendre, mais il n'y avait plus rien à défendre. Je me suis levée, je suis allée à la fenêtre, j'ai regardé la nuit. J'ai supplié pour ta voix ce soir-là, et je dis, juste un mot. Un seul.
Et tu es restée silencieuse. Derrière moi, je l'ai entendu expirer, un son calme et brisé. Je ne pensais pas que ça empirerait à ce point, a-t-elle dit. Je pensais que je pouvais le gérer. On ne peut pas gérer un homme comme ça, ai-je dit doucement. On lui survit, ou on le quitte. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Nous sommes restés assises en silence pendant un long moment. Deux femmes qui partageaient le même sang mais pas la confiance. Pas encore, peut-être jamais. Quand elle s'est finalement levée pour partir, elle a posé la tasse avec précaution, les yeux cernés de larmes non versées. « Je n'attends pas de pardon », a-t-elle dit. J'avais juste besoin de me souvenir de ce que c'était que d'être en sécurité. Je l'ai raccompagnée à la porte. Elle a fait une pause, puis s'est retournée brusquement et m'a serrée dans ses bras. Je n'ai pas rendu l'étreinte au début. Puis je l'ai fait, mais doucement, avec précaution, comme quelqu'un qui essaie de retenir un souvenir sans le laisser glisser entre ses doigts. Quand elle s'est reculée, elle n'a pas dit au revoir. Elle m'a juste regardé une dernière fois et est partie. Et alors que la porte se refermait derrière elle, j'ai senti quelque chose bouger au fond de ma poitrine. Pas le pardon, pas encore, mais la plus faible lueur de quelque chose qui pourrait un jour le devenir, si elle le laissait faire. L'invitation est partie un mardi matin. Discrètement, professionnellement, sans fanfare. Réunion d'information pour discuter des rénovations à venir de l'immeuble. Programmée dans la salle commune la semaine suivante. Présence obligatoire. Question bienvenue. Je savais que Damien serait là. Je savais qu'il ne pourrait pas résister. Il voulait un nom, un visage, quelqu'un à pointer du doigt. Il n'avait aucune idée qu'il allait tomber droit dans les mains de la femme qu'il avait jetée comme un appareil cassé. Le jour de la réunion, je suis arrivée en avance. Je portais un blazer gris anthracite et un jean foncé. Simple, élégant, méconnaissable. Mes cheveux, maintenant en ondulation douce, effleuraient mes épaules. Je ne ressemblais en rien à la femme qui avait autrefois supplié pour un semblant de dignité à la table de la cuisine d'Amandine. La salle commune s'est remplie lentement. Les locataires sont arrivés au compte-gouttes, certains curieux, d'autres agacés, la plupart indifférents. Et puis est venu Damien. Il est entré en trombe avec l'assurance d'un homme qui s'attend à une confrontation. Amandine le suivait comme une ombre. Il n'a pas regardé autour de lui, ne m'a pas remarqué. Il n'a vu que le gestionnaire immobilier à l'avant et est allé droit sur lui. « Où est-elle » a-t-il exigé. « Je veux parler à la personne en charge aujourd'hui. » Le gestionnaire est resté calme. Toutes les questions seront traitées pendant la présentation. Damien a ricané. Amandine a baissé les yeux sur ses chaussures. J'étais assise près du fond, silencieuse. La présentation a commencé. Annonce de routine, amélioration, délai. Le nouveau système de sécurité, l'aménagement paysager mis à jour, l'isolation améliorée. Des changements pratiques, des décisions intelligentes, le tout financé en partie par le loyer même que Damien avait si amèrement contesté. Puis le gestionnaire a fait une pause. Nous aimerions remercier ML Holdings pour son engagement à revitaliser la propriété et à prioriser le confort des locataires. La propriétaire est ici aujourd'hui, si quelqu'un a des questions. Je me suis levée. La salle s'est tournée. J'ai marché lentement vers l'avant, calme, stable. Chaque pas, un battement de tambour silencieux dans ma poitrine. Le visage de Damien s'est tordu de confusion, puis d'incrédulité. La bouche d'Amandine s'est ouverte de choc. Je me suis tournée vers la salle. « Bonsoir », ai-je dit. « Je m'appelle Marguerite, je suis la propriétaire de cet immeuble. » On aurait pu entendre une mouche voler. Damien s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. « Vous ? C'est une blague. C'est quoi ce jeu ? » Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu les fissures qu'il avait essayé de cacher. La sueur derrière son col, les poches sous ses yeux, la panique. « Pas de jeu », ai-je dit doucement. « Juste des affaires. » Il a fait un pas en avant. « Vous avez manigancé ça. Vous étiez derrière tout ça depuis le début. Vous avez augmenté notre loyer. Vous essayez de nous ruiner. » Je lui ai tenu tête. Je vous ai donné un toit. J'ai fait des améliorations. J'ai traité chaque locataire de manière égale. Ce que je n'ai pas fait, c'est oublier. Il a ouvert la bouche pour parler,
mais je me suis retournée vers le groupe. Si quelqu'un a des questions sur les changements ou les améliorations, je serai heureuse d'y répondre après la réunion. Merci. Je me suis écartée. La réunion a repris, mais la tension n'a jamais quitté l'air. Damien ne s'est pas rassis. Il est juste resté là, tremblant, furieux. Amandine était assise, les mains étroitement jointes sur ses genoux, les yeux grands et humides. Quand la réunion s'est terminée, des locataires sont venus me voir, me serrant la main, posant des questions, me remerciant. Certains s'en étaient doutés. La plupart n'en avaient aucune idée. Damien a attendu que la salle se vide. Puis il a marché vers moi. « Vous croyez que vous avez gagné ?» a-t-il sifflé. « Mais ça, ce n'est rien. Vous vous êtes fait un ennemi. » Oh là ! Je l'ai fixé, les yeux dans les yeux. « Non, Damien. Je n'ai rien fait. C'est vous. Le jour où vous m'avez regardé dans les yeux et m'avez traité comme si je n'avais aucune importance. » Amandine s'est interposée entre nous. « Damien, arrête. » Il s'est tourné vers elle, choqué. « Qu'est-ce que tu viens de... » J'ai dit arrête, a-t-elle répété, plus fort cette fois. L'ennemi, ce n'est pas elle. Ça n'a jamais été elle. C'est toi. Il l'a regardée comme si elle l'avait frappé. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Amandine s'est tournée vers moi, la voix tremblante. Je ne savais pas. Je le jure. Pour l'immeuble, l'argent, rien de tout ça. J'ai hoché la tête. Je sais. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Parce que tu devais le voir. Pas seulement l'entendre. Elle a ravalé ses larmes. Damien a ricané, reculant. Vous vous méritez bien toutes les deux. Non, ai-je dit tranquillement. Elle mérite mieux. Oh. Puis je me suis retournée et je suis partie. Et pour la première fois depuis cette horrible nuit dans leur cuisine, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas la vengeance, pas la satisfaction, mais le pouvoir. Silencieux, ferme, et entièrement mien. Amandine est revenue à ma porte 4 jours plus tard. Cette fois, elle tenait dans ses mains quelque chose qui a fait fléchir mes genoux à la seconde où je l'ai vue. Un livre, en cuir délavé, le coin déchiré, la reliure tenant à peine. Le journal de ma mère. J'ai ouvert la porte sans un mot. Elle est entrée, les yeux écarquillés, le souffle court. Je l'ai trouvé dans mon placard, a-t-elle dit. La dernière fois que je t'ai rendu visite, tu as dû l'oublier. Elle l'a posé sur la table basse comme s'il était sacré. Et pour moi, il l'était. Je l'ai lu. Mon cœur s'est arrêté. Je n'essayais pas d'être indiscrète, s'est-elle empressée d'ajouter, mais j'ai reconnu son écriture. Je cherchais juste quelque chose qui ait un sens. Le silence est tombé entre nous comme un rideau lourd et immobile. Je ne savais pas pour Henri-Jean Lefebvre, a-t-elle chuchoté. Ni pour l'argent, ni pour la fiducie, ni pour rien de tout ça. J'ai hoché la tête une fois, lentement. Je ne savais pas non plus. Pas avant de n'avoir plus rien à perdre. Sa voix s'est brisée. Maman, pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu étais impuissante ? Je l'ai regardée dans les yeux. Et pour une fois, elle n'a pas détourné le regard. Parce que j'étais impuissante. La nuit où tu m'as fermé la porte, je n'avais pas de plan. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais même pas d'endroit où pleurer sans que quelqu'un ne vienne frapper pour me dire de faire moins de bruit. Amandine a grimacé. J'ai trouvé le journal au plus bas, quand je comptais mes pièces pour dîner. Quand je n'avais parlé à personne depuis une semaine. Ce journal, il ne m'a pas seulement dit qui j'étais. Il m'a rappelé que j'avais de l'importance. Que ma mère ne m'aimait pas seulement. Elle s'est battue pour moi, en silence, sans jamais pouvoir le montrer. Amandine s'est assise, les mains serrées sur ses genoux. Je ne sais pas comment je suis devenue le genre de fille qui a pu faire ce que j'ai fait. Je me pose la question sans arrêt. Je suis allée à la fenêtre, j'ai regardé la rue en bas, le bourdonnement tranquille de la vie qui passait. Tu n'es pas devenue cette fille d'un seul coup, ai-je dit. C'était de petits choix. Laisser passer les choses, choisir la paix plutôt que la vérité. Croire que l'amour signifiait la loyauté, même quand ça faisait mal. Elle s'est levée et s'est approchée de moi. Je l'ai quittée. Les mots ont frappé l'air comme une bombe. Il a essayé de fouiller à nouveau dans mes affaires. Mon ordinateur, mon sac. Je lui ai dit non. C'était tout. Il a crié,
a fait un sac et est parti. Il a dit qu'il reviendrait. J'ai changé les serrures le lendemain. Je me suis tournée vers elle. Stupéfaite. Je ne sais pas qui je suis sans lui, a-t-elle admis, la voix tremblante. Mais je préfère le découvrir plutôt que de continuer à disparaître. Un silence a passé entre nous, épais de tout ce que nous n'avions pas dit. Puis elle a baissé les yeux sur le journal. Tu ne méritais pas ce que j'ai fait. Ce que nous avons fait. Je ne peux pas réparer ça, mais je veux essayer. Je me suis approchée d'elle lentement, je me suis assise à côté d'elle. J'ai rêvé d'entendre ces mots, ai-je dit. Mais quand tu les dis maintenant, ils ne réparent pas le passé. Ils le réécrivent. Elle m'a regardée, confuse. Je lui ai pris la main doucement. Tu me vois, maintenant. Ça change tout. Bien. Nous sommes restés assises là, ensemble, pendant un long moment. Le genre de silence qui ne fait pas mal, mais qui guérit. Celui qui vient après que la vérité a enfin eu son mot à dire. Avant qu'Amandine ne parte ce soir-là, elle s'est arrêtée à la porte. Tu ne m'as pas élevée pour que je sois faible, a-t-elle dit. J'ai juste oublié à quel point tu étais forte. J'ai souri doucement. Non, ai-je dit. Tu n'as pas oublié. Tu as juste arrêté de regarder. Et maintenant, elle voyait tout. Non seulement ce que j'étais devenue, mais ce que j'avais toujours été. Quand l'email de Damien est arrivé, j'ai failli ne pas l'ouvrir. Le sujet à lui seul me retournait l'estomac. Il faut qu'on parle, maintenant. Je l'ai lu lentement, attentivement. Ces mots étaient vifs, frénétiques et dégoulinaient de désespoir. Je sais tout pour l'immeuble, pour l'héritage, pour ton petit secret avec Lefebvre. Tu te crois maligne? Tu crois que tu peux ruiner ma vie et t'en aller en souriant? Laisse-moi être clair. Si tu n'annules pas tout ça, j'irai voir la presse. Ton nom, la liaison de ta mère, tout. On verra comment ta précieuse réputation tiendra le coup quand tout le monde saura de quel genre de famille tu viens vraiment. Je suis restée à fixer l'écran dans un silence stupéfait. Il avait enfin fait le lien. D'une manière ou d'une autre, par Amandine ou par ses propres recherches, il avait découvert la vérité. Mais je n'avais pas peur. Car j'avais prévu ce moment depuis le jour où j'avais acheté l'immeuble. J'ai transféré l'email à mon avocat. Le lendemain matin, Damien a reçu une mise en demeure. Elle contenait les enregistrements de chaque message menaçant qu'il avait envoyé au bureau de la propriété, les faux documents qu'il avait tenté de soumettre sous un faux nom de cabinet d'avocat, et les emails trafiqués que nous avions discrètement retracés jusqu'à son adresse IP. Il y avait des plaintes de locataires, des registres de sabotage d'entretien, et même des extraits audio de ses diatribes dans les espaces publics de l'immeuble. Nous n'avions pas besoin de porter plainte au pénal. Une seule plainte pour diffamation et harcèlement suffisait. Il a paniqué. Et je le sais parce qu'Amandine m'a appelé 2 jours plus tard. Il est parti, a-t-elle dit, la voix tremblante. Il a fait ses valises pendant que j'étais au travail. Il a laissé une note disant qu'il était pourchassé. Il a dit que tu avais ruiné sa vie. Il a ruiné la sienne tout seul, ai-je dit calmement. Amandine est restée silencieuse. Puis, je suis encore désolée, pour toujours, d'avoir pensé qu'il méritait mon silence. Tu avais peur, ai-je répondu. Je suis passée par là. La peur vous rend petit, mais vous n'êtes pas obligé de le rester. Peu de temps après, Damien a tenté de riposter, publiant de vagues diatribes sur les réseaux sociaux, insinuant la corruption, la trahison. Il n'a jamais cité de nom, il ne pouvait pas se le permettre. Pas après la 2e lettre de mon avocat menaçant de poursuites judiciaires pour chaque mot qu'il publierait. Il s'est tu après ça, publiquement du moins. En privé, je savais qu'il n'oublierait jamais le jour où il a réalisé que la femme qu'il avait chassée avec 2 valises et un visage fatigué possédait maintenant le toit au-dessus de sa tête, le bail à son nom et les clés de chaque porte verrouillée qu'il avait autrefois claquées à la mienne. Amandine, de son côté, se transformait. Elle a déménagé de l'appartement en un mois, a trouvé un petit studio près de son travail, a commencé une thérapie, s'est inscrite à un cours d'art communautaire. Elle m'a même peint quelque chose, un tableau abstrait d'un phénix dans des tons de rouge foncé et d'or. Je l'ai accroché au-dessus de ma cheminée. Nous parlions plus souvent maintenant. Pas tous les jours, mais quand nous le faisions, c'était réel, honnête. Plus de faux semblants. La dernière pièce du puzzle est arrivée dans une enveloppe. Une autre lettre.
Celle-ci de Maître Goldstein. Félicitations, Marguerite. L'immeuble a été officiellement transféré. Les derniers locataires ont signé de nouveaux contrats. Le procès contre Monsieur Harmon a été résolu en votre faveur. Vous êtes maintenant libre de vendre, de conserver ou de restructurer comme vous le souhaitez. J'ai plié la lettre avec soin, je l'ai tenue contre ma poitrine. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, de propriété ou de vengeance. Il s'agissait de vérité. De récupérer mon nom, mon histoire, ma force. Le lendemain matin, j'ai appelé un agent immobilier. J'étais prête à fermer le dernier chapitre et à ouvrir la porte à une vie que je n'avais plus à survivre. Je pouvais enfin la vivre, selon mes propres termes. J'ai vendu l'immeuble à la fin du printemps. Les derniers documents ont été signés un mardi lumineux et sans nuages. Pas de fanfare, pas de cérémonie. Juste le clic silencieux d'un stylo, une poignée de main ferme, et le poids de 3 ans de deuil, de trahison et de silence qui se levaient enfin de mes épaules. L'argent a été viré sur mon compte le lendemain. Mais je n'ai pas célébré. À la place, j'ai fait un chèque, un gros. La moitié des bénéfices est allée à un refuge local pour femmes et enfants en difficulté. Le genre d'endroit que j'aurais aimé connaître la nuit où je me tenais sur ce trottoir avec 2 valises et personne à appeler. J'ai demandé qu'ils construisent une aile au nom de ma mère. La maison Éléonore. C'était ma façon d'honorer la femme qui m'a donné la force en silence, qui a caché une vie de secret pour que je puisse un jour découvrir la vérité et devenir quelque chose de plus que ce que le monde attendait. L'autre moitié, je l'ai utilisée pour acheter une petite maison. Ce n'était pas extravagant, juste une charmante petite maison sur la même rue où j'ai grandi à Versailles. Des chaînes de vent, une balancelle sur le porche, assez d'espace pour le calme, pour la guérison, pour faire pousser des tomates si jamais j'en avais envie. Le jour où j'ai emménagé, Amandine a aidé à porter les cartons. Elle n'a pas dit grand-chose, moi non plus. Mais après avoir fini de déballer, elle s'est assise à côté de moi sur la balancelle, les jambes repliées sous elle, les yeux balayant la rue comme si elle essayait de reconnaître la fille qu'elle était autrefois. « Je me souviens de faire du vélo ici », a-t-elle dit doucement, avant que tout ne devienne compliqué. J'ai hoché la tête. « Tu as toujours été en sécurité ici », lui ai-je dit. « J'avais oublié ce que ça faisait », a-t-elle chuchoté. Nous n'avons pas parlé de Damien. Nous n'en avions pas besoin. Son chapitre s'était clos sans fin dramatique, juste dans le silence. Il a disparu dans une nouvelle ville, un nouvel emploi, probablement un nouveau mensonge, mais pas avant d'avoir signé un accord de non-divulgation et d'avoir discrètement abandonné ses menaces. La dernière chose qu'il voulait était une autre bataille juridique, ou pire, que le monde voie la vérité sur lui. Il n'était plus qu'un fantôme. Amandine est restée pour le dîner. Nous avons fait des croque-monsieur et de la soupe à la tomate, comme nous le faisions quand elle était petite. Elle a ri quand elle en a brûlé un côté. J'ai ri quand elle a essayé de blâmer la poêle. C'était le premier vrai rire que nous partagions depuis des années. Cette nuit-là, après son départ, je me suis tenue à la fenêtre, tenant une tasse de thé à 2 mains, regardant le clair de lune s'étirer sur la pelouse. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, j'ai dit les mots à voix haute. Je te pardonne. Pas à Amandine. À moi-même. Parce que c'était la partie la plus difficile. Non pas de renaître de ses cendres, mais d'apprendre que je n'ai jamais été le feu qu'ils ont essayé d'éteindre. J'étais l'étincelle qu'ils avaient sous-estimée. Ils m'ont appris que le silence était une faiblesse. Mais j'ai appris à en faire une arme. Ils ont essayé de m'effacer. Et je suis devenue quelqu'un qu'ils ne pourraient jamais oublier. Je me suis assise sur le canapé, j'ai ouvert le journal une dernière fois et j'ai glissé une note à l'intérieur pour qu'Amandine la trouve un jour. Tu n'as pas besoin de leur amour pour être digne. Tu n'as pas besoin de leur approbation pour être forte. Tu n'as besoin que de la vérité et de ne jamais, jamais oublier qui tu es. L'horloge faisait un léger tic-tac en arrière-plan. Mon thé a refroidi dans mes mains. Mais mon cœur, lui, était enfin chaud. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de gagner. J'avais juste besoin d'être celle que j'avais toujours été. Et maintenant, enfin, j'étais chez moi. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.